Je suis née au début des années 80. J'ai vécu mon adolescence dans les années 90. À l'époque, le sida était sur toutes les lèvres. Le monde fait alors face à une crise humanitaire sans précédent. En 1989, le nombre de nouveaux cas provenant du partage de seringues dépasse celui des nouveaux cas provenant des rapports sexuels non protégés. Les années défilent et les morts s'accumulent. En 1994, la maladie devient la première cause de décès chez les 25 à 44 ans. Alors que je me prépare pour les rôles que je vais interpréter dans la pièce « N'essuie jamais de larmes sans gants », je me pose plein de questions. Je m'appelle Frédéric Bradet, je suis comédienne dans la pièce, et vous écoutez « N'essuie jamais de larmes sans gants », le balado. Épisode 2, La famille. Extrait de l'adaptation pour la scène, écrite par Véronique Côté. Milieu des années 80, aux États-Unis. Un hôpital, quelque part dans le pays. Un enfant en train de mourir de la maladie infectieuse qu'on appelle le sida. Abandonné par sa famille, l'enfant est donc seul. Au pied de son lit, un écriteau. Ne pas toucher aux malades. Pour les familles présentées dans la pièce, le sida est une honte. Quand les personnages meurent, on leur inventera une autre histoire. Des amoureuses, un cancer, tout pour pas parler de l'homosexualité et surtout pas du sida. Alors que la plus grande angoisse de l'art choqué, c'était pas de mourir, mais de contaminer quelqu'un. Aujourd'hui, bien que l'homophobie existe toujours, on sent plus d'ouverture de la société. Mais qu'en est-il de la maladie? Quel est le fardeau de ceux qui la portent? Mais surtout, qui sont-ils? C'est avec ces questions en tête que j'ai rencontré Éric et Caroline, un couple sérodifférent, pour tenter de faire un portrait de la situation aujourd'hui, en 2023. Je m'appelle Éric, j'ai 52 ans, puis je viens de Québec, à Beauport. Puis je vis avec le VIH depuis plus de 30 ans. Bonjour, moi c'est Caroline. Je suis séronégative. Ça veut dire que je ne suis pas porteuse là, du VIH et je fréquente Éric depuis 4 ans. Je l'ai contracté en 1992, dans les pires années du sida. Et on m'avait annoncé ça justement sur un papier blanc, un pamphlet blanc marqué en rouge. Monsieur Éric, vous avez le sida. Fait que dans ces années-là, ça frappait. Là. Freddie Mercury est mort en 92, le chanteur de Queen. Toi, Éric, tu nous as dit d'emblée que ça fait 30 ans que tu vis avec le VIH. Comment ça a évolué finalement ton rapport avec les VIH au moment de l'annonce, puis ensuite à travers ces années-là? C'est sûr que quand j'ai appris ça en 1992, c'était quelques années avant, je suis sûr, moi je consommais des drogues, puis j'ai déjà dit en folie les sida des vaches de l'île d'Orléans, mais je disais, tu sais, j'étais pas dans les préjugés à côté, mais j'avais déjà dit qu'en l'air, comme je m'en foutais un peu, là, tu sais, c'était pas... Puis, de me protéger en relation sexuelle, etc. Puis aussi, j'ai consommé... j'ai pas toujours fait attention, fait que... Puis, justement, de où je l'ai attrapé, c'est encore là, c'est un genre de mystère. J'ai eu des transitions sanguines, fait que... Tu sais, il y a plein de choses, mais j'ai pas, comme je dis, j'ai été une personne aussi en relation à risque. Dans le fond, je me suis pas toujours protégé, puis... Fait que, puis en même temps, c'est sûr que je l'ai appris, c'était un coup de masse en face, puis j'ai fait, c'est sûr que je peux vous conter un peu comment c'est arrivé. Moi, en plus, j'étais en détention en prison, parce que, puis là, j'ai foiré, j'ai fait la phase fenêtre du VIH. Mais à ce moment-là, je savais pas. Là, j'ai écrasé la tête. C'est une bronchite qui avait viré en mononucléose. J'étais en Saint-Ville ici. Puis ils m'ont amené à l'hôpital, puis j'ai comme été dans un coma, puis en tout cas, je vais faire aller plus vite, là. J'ai récupéré, en tout cas, puis j'ai réussi à... Puis là, ils m'ont passé des tests, que là, je suis plus ou moins conscient à ce moment-là d'avoir signé de quoi passer des tests avec un infectiologue. Puis il me rappelle, en prison, justement, je vais finir ma sentence, j'avais une petite sentence de quelques mois, puis il me rappelle pour retourner... voir l'infectiologue, puis c'est là, rendu à l'hôpital L'Enfant Jésus, qu'elle me parle, elle dit
vous êtes atteint du sida à ce moment-là sur un pamphlet blanc en rouge. Dans ces années-là, c'était assez... C'était spécial, là, Ouais. écrit en gros de même. C'est plus de même à cette heure-là. Tu peux écrire sida, mais puis là, ben, tout de suite, j'ai fait du déni, tu sais. Je dis, c'est pas moi, vous êtes trompé de fiole, puis, tu sais, j'ai comme donné un coup de pied dans la porte, puis, tu sais, puis... fait que... mais en dedans de moi, quand je suis sorti de la salle avec mon médecin, puis il y avait l'agent carcéral qui était avec moi aussi, vu que j'étais en détention, ben j'ai vu ce que j'ai vu naturellement, c'est les enfants dans la salle. C'est fait que j'avais une partie de moi qui ressentait que probablement je pourrais pas avoir d'enfants plus tard. Fait que, C'est ça qui a fait un gros choc là, au début. Là. c'est ça. Ouais. J'ai le côté familial fort, le côté puis que j'ai... Puis après coup, est-ce qu'on t'a informé rapidement que tu pourrais vivre une vie normale ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu sentais que c'était la fin ou plutôt qu'il y avait beaucoup d'espoir déjà? Ben, c'est petit à petit, c'est sûr que moi, tu sais, comme là, j'ai retourné en prison, à qui il fallait que je me confie. J'ai eu la chance, dans ces années-là, il y avait du budget dans bien des places. Là. De nos jours, c'est un peu plus difficile dans bien des choses. Puis j'ai vu une sexologue, une psychologue, j'ai pu en parler. Puis c'est sûr que puis l'information, il m'informait. Puis moi aussi, il n'y a pas juste... Il avait beau m'informer, mais il faut que je sois ouvert et réceptif en même temps. Fait que j'y allais de la manière que je m'ouvrais petit à petit. Puis c'est sûr que moi, par la suite, ben ce qui m'a aidé beaucoup, de voir les médecins, mais c'est pas rien que ça. J'étais allé faire des tours en thérapie pour dire, regarde, là, je vais apprendre à arrêter de consommer des drogues. Parce que c'était bien beau, j'ai fui là-dedans, dans la drogue, à un moment donné. C'est ça, j'ai pris le moyen de fuite que je connaissais depuis toujours. Ben là, je vais aller me geler pour une bonne raison. Tu sais, je vais aller engourdir ça pour pouvoir passer à travers. Mais à un moment donné, ça faisait plus sa job. Parce que, tu sais, c'est la consommation, je me suis renfoncé, puis c'était pire en pire, là, tu sais. Fait que je réglais rien. Fait que j'ai décidé de faire des thérapies, c'est au pluriel. J'en ai fait plusieurs thérapies pour pouvoir apprendre à vivre avec moi-même à jeun, puis accepter ça. Mais l'acceptation, tu sais, ça, c'est souvent, ils disent, c'est calculé en temps de temps, mais d'un être humain à l'autre, là, ça se fait comme nous autres, naturellement. C'est comme les étapes un peu du deuil. Tu as eu le déni, la colère. Oui. Puis là, l'acceptation, elle s'est faite. Est-ce que maintenant, tu peux d'affirmer, oui, je viens en paix avec ça complètement? Présentement, oui. Aujourd'hui, oui. Puis d'autant plus avec l'annonce de indétectable intransmissible, j'étais justement encore d'une thérapie en 2017. Je vais le dire, au Centre Le Rucher, parce que c'est une excellente thérapie. Centre Le Rucher à Saint-Augustin-des-Maures. C'est des grosses thérapies. Moi, j'ai fait... c'était 6 mois, la thérapie, là, minimum. Fait que... Puis, quand j'ai su ça sur place, là-bas, ben j'ai senti un poids sur mes épaules disparaître. Puis j'ai enfin, puis je me sens comme tout le monde, tu sais. Parce que je me sentais à part. Parce que, écoute, je vivais des relations sexuelles, je mets le condom. C'est pas juste le condom, c'est le stress, ce qui va. À la longue, j'avais pris une habitude. C'était moins stressant parce que là... Je me protégeais, puis je protégeais l'autre, ma partenaire. Mais là, avec ça, c'était comme, OK, la médication fait que... Puis en plus, j'ai eu comme... j'avais fait le deuil de ne plus avoir d'enfant depuis plusieurs années. Puis là, subitement, en 2017, dans ce coin-là, là, il m'annonce que je pourrais avoir un enfant si je veux. Hein? Puis là, je suis rendu dans la quarantaine, là. Là, j'ai 52. Fait que là, je me dis, à la fin de quarantaine, je dis, hein? Puis là, en thérapie, même, les gens me disaient, ben là, Éric, tu veux-tu vouloir avoir un enfant? Ben oui, je vais sortir en fin de semaine de requête, puis je vais dire, qui ça y tente d'avoir un enfant, tu sais? Je vais crier ça dans la rue, tu sais? Mais là, tu sais,
C'est ça. C'était comme, j'avais fait le deuil d'avoir un enfant, puis dans ma vie, de toute façon, j'avais croisé des femmes plus jeunes, une femme qui avait 2 enfants. Je les ai élevés un bout avec elle. Tu sais, la vie m'avait apporté ça, comme là, ma blonde présentement. Caroline, ben, a 2 merveilleux enfants. C'est sûr que c'est pas moi leur père, mais c'est pas grave. Je suis là comme ami pour les guider, vu qu'ils sont dans l'adolescence en plus. Fait que, j'ai le tour avec ça. J'ai le tour là-dedans. Fait que... Ça a été quoi ton premier sentiment quand même en rencontrant Eric, puis quand il t'a révélé ça finalement? Est-ce que tu as tout de suite été ouverte ou tu as eu des craintes? Ce que je connaissais du VIH avant de rencontrer Eric, c'est un peu tout ce qu'on connaît des années 80, comment ça a été fort avec les préjugés, comment ça a été véhiculé, comment les gens étaient très, très, très affectés, très malades. C'est sûr que moi, avant de rencontrer Eric, j'étais restée un petit peu avec... les idées, pas les idées, mais les préjugés ou les peurs, les craintes qui ont été transmis assez à coups de médias puis assez grandiosement là, dans les années 80. C'était quelque chose qui était épeurant. Par la suite, on entendait moins parler, mais on a toujours continué comme à craindre d'avoir le VIH un peu là, dans notre société. Puis, quand j'ai rencontré Eric, en fait, Eric m'a beaucoup informé. Eric, qui est porteur du VIH, comme il dit, depuis 30 ans. Quand que je l'ai rencontré, son médecin, il venait de lui expliquer ce qui était indétectable et intransmissible. En fait, quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans qu'il était indétectable et intransmissible déjà. Mais les médecins pouvaient comme pas le dire. Il fallait que ça prenne 10 ans avant que ça soit officialisé qu'il puisse dans le fond, ce que ça fait être indétectable et intransmissible, c'est qu'il ne peut pas le transmettre. Eric, vu qu'il prend sa médication, il ne peut pas le transmettre. Donc, il peut avoir des relations sexuelles. On a des relations sexuelles sans protection. Puis moi, je ne l'attraperai pas à cause d'Eric, là, en fait. Là. À cause de la médication. À cause d'Eric, je veux dire. C'est pas Eric qui peut me transmettre le VIH. Eric est indétectable et intransmissible. Donc, parce qu'il prend sa médication, il fait ses suivis médicaux à tous les 6 mois. Puis c'est ça. Donc, tu as découvert plusieurs choses là, que tu connaissais pas, là, finalement, en rencontrant Eric. Tu pensais pas que ça... Est-ce que tu savais que c'était une maladie qui pouvait être maintenant indétectable? Puis Non, j'avais jamais entendu parler de l'indétectable intransmissible. Puis avec Google, avec toutes les facilités d'accès à l'information, c'est assez rapide. Quand il m'a dit ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit « Hein? » Puis j'ai regardé, mais je voyais, tu vois, toutes les informations comme sur l'indétectable intransmissible. Puis aussi, dans le fond, avec l'organisme Miel Québec, je me suis impliquée, je suis allée avec Eric, parler aux intervenants, un peu me renseigner plus sur la situation du VIH qui est plus actuelle. Puis aussi son médecin, son infectiologue, j'accompagne Eric à ses rencontres, pas tout le temps, je veux dire au début. Puis c'est ça, m'a donné toute l'information, la confirmation que même si là, on est plus âgé, fait que d'avoir un bébé, moi j'ai déjà mes grands garçons, mais ça nous a dit qu'on si on voulait un enfant, il n'y a pas de danger. Eric peut avoir un enfant sans le transmettre, puis sans le transmettre ni à la mère ni au bébé, là, vu qu'il est indétectable et intransmissible. Fait que tu t'es pas plus posé de questions, puis ça a été clair dès le début. Ça a été clair. En fait, c'est sûr que j'avais comme des craintes parce que, tu sais, on transforme pas des pensées de 30 ans transmises par la société, des peurs, rapidement comme ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au début, je voulais être bien renseignée, là. J'ai attendu de voir son infectiologue aussi, puis, tu sais, il a fallu que déconstruise les peurs qui ont été construites à travers ce qui a été tout véhiculé dans ces années-là, puis que maintenant, on n'en parle plus, justement. C'est comme, ça a resté comme ça. T'sais, dans les années 80, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été préjugé, tout ce qui a été amené, puis après ça, on n'entend presque plus parler. Fait que moi, quand je parle d'indétectable et intransmissible avec des connaissances ou tout ça, c'est tous des gens qui connaissent pas beaucoup, même des gens proches du domaine de la santé, des fois, sont mal renseignés. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Comme de fait, il y a une grande majorité de la population qui est restée avec ces biais-là, ces préjugés. Comme tu fais, c'est un des désavantages de plus en parler autant, là. Toi, Eric, comment ta famille, là, proche a réagi quand tu leur as annoncé? Comment ça s'est fait, d'abord, cette annonce-là? Je ne sais pas s'il y a des meilleures circonstances que d'autres, là, mais... Je l'ai su, j'étais en prison. Puis mon père, j'ai un merveilleux père, sérieux, vraiment.
C'est extraordinaire. C'est une personne qui était s'informer. Dans ce temps-là, l'Internet, c'était pas plus ou moins accessible. Et là, il a lu beaucoup, puis il s'est informé. Puis, parce que j'étais vraiment choyé, chanceux d'avoir une belle famille, parce que mon père, il a informé tout le monde. Puis c'est ça, dans ce temps-là, c'était incroyable, là. Écoute, je me suis ouvert le bras après une clôture, puis là, le monde était nerveux, puis le sang coulait, puis là, j'avais une blonde à ce moment-là qui a dit, ben voyons, ça se transmet pas de même. Mais tu sais, dans ma famille, ben mon père, il m'a pas rejeté comme ben j'ai vu à l'organisme des gens qui se faisaient rejeter de leur famille. Au contraire, moi, ils m'ont tout le temps, j'ai été malade aussi de la maladie de Crohn, d'autres problèmes de santé. Ils ont tout le temps été là pour moi, puis en arrière. Mais c'est sûr qu'au début, mon père dirait que je te demanderais une chose. Il dit, je le sais, ça se transmet pas de même, mais je veux que tu fasses ton lavage à part. Dans les années 90, c'était rough, là. Ouais. Il dit, c'est psychologiquement, il dit, je vais te faire comprendre. Il était pas fou, j'ai compris le sens de ce qui allait. Il dit, si le monde vient ici, puis ta chambre est en ordre, puis c'est pas le bordel, il dit, déjà là, tu vas prendre de l'avance envers les gens. Puis tu vas les aider à avoir confiance, être bien avec toi. Fait que là, on avait... Mais c'est sûr que par la suite, le lavage à part, ça a fait son temps, puis c'était plus ça, là. Mais tu sais, au début, il y avait certaines règles qu'il me disait, ben, fais ça, il en profitait, il était wise, là. Mettre ta chambre en ordre. Mais d'un autre côté, ben, tu sais, puis d'ailleurs, c'est lui, il s'est tellement informé parce que, écoute, moi, émotionnellement, je suis pris, puis j'avais mes problèmes de consommation à travers ça, que une journée, j'étais le pied dedans, une autre journée, un bout de temps après, je décidais de me rétablir. Fait que là, j'ai fait in, out, où je me laissais aller là-dedans. Mais à un moment donné, comme il a fait pour bien des choses en thérapie, il disait, il dit, je t'accompagne là-dedans, il dit du mieux que je peux, mais à un moment donné, il dit, je vais t'amener vers les professionnels. Fait qu'il m'a amené à Miel Québec. Il dit, c'est lui qui t'a fait découvrir l'organisme. C'est mon père qui m'a fait connaître le Miel Québec en 1995-96 dans ce coin-là. Fait que... il dit, tiens, puis là, il m'a débarqué. Il dit, va voir les professionnels. Là. Il a mis ses limites. Là, il avait comme. Il a fait. Il a soufflé. C'est pas parce qu'il était écœuré de moi, c'est parce qu'il a ses limites. Là, c'est normal. Puis il en a fait beaucoup. Là, c'était extraordinaire. C'est lui qui m'a fait connaître l'organisme. Puis depuis ce temps-là, j'ai intégré l'organisme et faire du bénévolat. C'est sûr que j'ai eu toutes sortes de réactions. Ma belle-sœur, elle ne voulait pas que je prenne son petit bébé, mon neveu. Le premier qui est né, elle ne voulait pas que je le prenne dans ses bras. Mais j'ai tout le temps eu un ange qui est arrivé à travers ça. Ma sœur, qui avait son bébé, elle a dit, tiens, Eric, devant ma belle-sœur. Fait que ça fait évoluer les mentalités. C'est ça. Toi, Caroline, depuis que tu es avec Eric, ta façon aussi de l'aborder avec les autres, votre entourage, vos familles, est-ce que ça a été un enjeu pour toi? Comment tu le vis? Au quotidien aussi, les nouvelles personnes que vous rencontrez, tout ça? Non, je veux dire, pour moi, ça s'est fait naturellement. Là. Ça a bien été, ça a bien passé. Mes enfants, là, je les ai bien expliqués aussi. Tu sais, c'est sûr, comme on dit depuis tout à l'heure, avec l'indétectable intransmissible, que les gens peuvent aller lire l'information ou qu'on peut apporter les revues médicales là-dessus, qui sont écrites là-dessus, puis quand on l'annonce, qu'on peut présenter ça. Là, c'est les gens que là, ils sont puis là, sont plus curieux, fait que ça passe assez bien. Puis tout à l'heure, je voulais juste rajouter quelque chose dans le fond, quand Eric il parlait là, de l'humour avec les gants, puis tout ça. Là, tu sais, c'est sûr que c'était comme ça dans ces années-là aussi. Là, les gens, ils pensaient avec la salive, avec les poignées de porte, les ustensiles, puis tout ça. Mais même dans ces années-là, là, ce qui n'est pas dit, c'est que, je veux dire, même le sang, quand il est à l'air, le virus, s'il est à l'air, il va mourir instantanément. Donc, je veux dire, la poignée de porte puis la fourchette, ça n'avait pas lieu d'avoir toutes ces peurs-là qui ont été transmises puis qui sont comme, demeurées dans... Ils sont encore imbriqués. Tu sens que c'est encore fort. C'est ça. Fait que, tu sais, même, je veux dire, je veux pas... Puis c'est sûr que nous autres, on fait beaucoup de témoignages pour aussi la prévention. On est dans l'information, puis dans la dédramatisation aussi de la situation. Le virus lui-même qui vit pas à l'air,
ça l'enlève bien des situations où est-ce que les gens avaient des peurs, puis d'aller sur le bol de toilette ou d'aller... tu sais, toutes ces choses-là. Là, On l'a vécu dernièrement avec la COVID, là, la frénésie de laver son épicerie. Là, oui, c'est un parallèle un peu avec ça. Là. Finalement, on se rend compte que c'était un petit peu niaiseux. Mais... C'est ça. Fait que c'est des transmissions de peur collective, puis qui restent un peu dans l'imaginaire, puis dans les... Tu sais, c'est ça. Oui, vas-y. Oui, ben justement, la COVID, dernièrement, ça m'a fait revivre les grosses années. Parce que moi, j'ai connu quand même les années 90, le genre de folie, là, de peur, puis de sida, là, tu sais. Fait que c'était exactement... on revivait la même chose avec la COVID. C'était capoté, là. J'ai dit, voyons donc. Ça faisait... Puis le monde avait peur l'un de l'autre, puis c'était spécial. Là, c'est exactement la même chose. Puis je vais revenir, justement... Elle me parlait du passé, que les mondes avaient peur que ça se transmette par un poignée de porte. Puis même encore, j'ai été faire un témoignage assez récemment encore, genre, pour des futurs ambulancières. Il y avait un, il a levé la main. Est-ce que ça se transmet par la salive? Tu sais, il y en a. Pour ça, je continue toujours, encore en 2023. C'est carrément à continuer tout le temps l'information, puis autant dans le milieu professionnel que des gens qui sont déjà encore, comme elle parlait, du milieu médical. Parce que je fais souvent des rencontres, puis qu'on en parle, que c'est à continuer constamment à faire de l'info. Puis souvent aussi, c'était mis de côté aussi. Moi, je continue à informer les gens parce que c'est la désinformation qui fait que ça va tout croche là-dedans. Puis que les gens restent avec leur peur. Mais il y a un autre côté, il y en a qui savent que, les autres s'imaginent que ça n'existe plus. Tu sais, là, c'est comme un autre extrême. Fait que... c'est pour ça qu'on continue à en parler, pareil, malgré tout, parce que c'est encore là, c'est encore présent. Oui, c'est sûr, il y a les détecteurs intransmissibles. Mais ce qui est important là-dedans, pour que je continue à être détecteur intransmissible, je prends ma médication quotidiennement. Il faut que je sois assidu là-dedans. Ça ressemble à quoi un petit peu, là, cette médication-là? Est-ce que c'est exigeant? Trouves-tu ça difficile d'intégrer? Ben, ça fait plusieurs années, là, évidemment, que c'est intégré à ta vie, mais pour nous, qui ne connaissons pas beaucoup ça peut ressembler à quoi, là, quotidiennement, cette prise de médication-là? Bien, de nos jours, la médication est très mieux assimilée pour l'organe. Ça va bien, j'ai pas trop de mal d'estomac, peut-être. J'ai une bonne médication qui fonctionne bien, mais j'ai essayé... Tu sais, en guillemets, j'ai été cobaye pendant plusieurs années pour bien des essais de médication, là, quelque part. Là. Puis je suis pas le seul, on était plusieurs. Tu sais, j'ai déjà pris, je me souviens, un genre de liquide, c'était du DDI, je me sens que c'était ça le nom. Mais c'était en liquide, l'avait en pilule. Puis en pilule, c'était une gelée. Ça gelait comme si j'avais mangé un corps de coke, là. Ça gelait à la bouche, là. Comme si j'étais chez le dentiste, là. Fait que je prenais juste la médication de même. Puis c'était spécial. Puis puis concentré dans le liquide, j'avais l'impression de prendre concentré avec 4 verres de fort super concentré, puis je prenais ça, puis là, le cœur me levait, puis là, il disait « mange ». Ben, j'avais juste le goût de vomir, j'avais juste le goût d'être malade. Fait que là, c'était pas tolérable. J'ai retourné voir le médecin, puis si t'en prends une gorgée, je vais continuer la bouteille. Tu sais, elle a dit correct, j'ai compris. Mais tu sais, c'était ça. On a essayé plusieurs choses, mais heureusement, oui, c'est sûr que il y a eu ces étapes-là. Puis aujourd'hui, on est rendu à de la bonne médication. Puis il a fallu qu'il y en ait comme moi, puis d'autres, qui essayent, puis qui vivent les effets secondaires quotidiennement. Puis... Ben oui. On est rendu là. Ben c'est ça. Puis aujourd'hui, la prise de médicaments se fait bien, même qu'il y a des médicaments que c'est une prise par jour. Il y a des médicaments, tu sais, avant, c'était avec j'avais même un genre de Padget, mais c'était pas un Padget, en tout cas, ça sonnait aux heures. Il fallait vraiment que je les prenne aux heures exactes. J'étais vraiment pas fait pour moi parce qu'en plus que je foirais dans ces années-là, fait que c'était très difficile pour moi d'être responsable. C'était beaucoup d'organisation, quand même, aux heures. J'avais de la misère à faire ça. Puis déjà là, même quand c'était rendu, tu sais, 2-3 fois par jour, c'est un petit peu... Mais là, à cette heure, moi, j'en prends une fois par jour, mais c'est pas un médicament parce que c'est sûr que moi, en consommant, j'ai brûlé une catégorie de médicaments parce que j'ai mal pris. C'est aussi les antirétroviraux, là, pour le VIH.
faut vraiment que tu prennes ça comme du monde assidu. Puis si, mettons, je suis 4-5 jours à ne pas prendre une sorte de médicament, bien, le VIH, c'est intelligent, il va il va comme copier, le reconnaître, puis là, après, le médicament ne fonctionnera plus. Ils ne pourront plus le prendre, puis j'essaie de l'expliquer de mon mieux, là. Je ne suis pas médecin, mais... Oui. Fait que, il va copier, puis après, il va devenir résistant à ce médicament-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre notre médication comme du monde. Puis heureusement qu'ils ont pu... la science, puis ils ont pu développer d'autres sortes de médicaments que j'ai pu finalement aujourd'hui prendre. Parce que, regardez, il y a une pilule. À cette heure, tu prends juste une pilule par jour. Puis, dans la pilule, il y a plusieurs sortes de médicaments. Puis, moi, je ne peux pas le prendre, celui-là, parce que j'ai brûlé une catégorie dans ce médicament-là. Mais, donc, quand tu dis brûler, c'est que ça ne fait plus effet. Ben c'est ça. Ben, le virus, il est résistant. Ça ne marchera pas. Il ne réussira pas à le combattre. Fait que... Puis... là, bien, heureusement, ils ont d'autres médicaments que là, j'en prends 2 par jour qui équivaut à 3. Dans le fond, c'est une trithérapie. Il y en a un qui doit en avoir 2 dedans. Fait que, mais ma prise de médicaments aujourd'hui est bien plus agréable qu'autrefois, là. Est-ce que vous faites souvent ce genre de rencontres, d'interventions ensemble? Tu me parlais, Caroline, que ça arrive à l'occasion. Est-ce que tu sens que le poids la portée de votre message est différent quand vous êtes 2 comme ça, d'avoir ton point de vue également? Bien, je pense que oui. Je pense que, dans le fond, ça l'amène un poids sur le fait le détecteur intransmissible, Exact. le fait d'être capable de vivre bien en relation sans stress, là. Puis, ça apporte d'autres types de questions aussi, parce que son vécu par rapport à ça, il n'est pas le même que le mien. Je veux dire... il y a certaines personnes peut-être qui auraient pu pas être ouvertes, puis moi j'aurais pu comme décider de me détacher de tout ça puis pas en parler. Sauf que je veux dire, quand on aime une personne, ça vient avec tout ce qui va avec, tout ce qui vient avec, puis lui ça fait partie de sa réalité, mais ça nous fait vivre des belles choses aussi, là. C'est important d'en parler, moi, je trouve. Puis tout à l'heure, comme Éric, il parlait que, il y a eu... C'est sûr qu'il y a encore une transmission. Fait que ça aussi, on veut aller dans la prévention, puis on veut pas négliger cet aspect-là, parce que, c'est sûr que nous, on a une belle vie. Lui, il prend, comme il dit, sa médication régulière, puis il est indétectablement transmissible, puis ça permet de vivre une vie normale comme toi et moi, mais... il y a encore une transmission qui se fait quand même. L'accès à la médication n'est pas partout pareil dans le monde. Ici, au Québec, est quand même très dispendieuse. Mais on est chanceux d'avoir l'accès à la médication. Mais là, les gens voyagent beaucoup. L'accès à la médication n'est pas pareil partout. Donc les personnes ne sont pas indétectables et transmissibles partout. S'ils n'ont pas accès à la médication puis qu'ils ont le VIH, ils peuvent le contaminer. C'est pour ça qu'il y en a encore, puis qu'il faut continuer à aller faire les tests de voir s'ils sont porteurs, s'ils ont eu des comportements à risque, puis de pas faire de comportements à risque, tu sais. Puis, tu sais, des fois, le monde, il me demande, ouais, mais, tu sais, t'as jamais peur avec, tu sais, mettons, comment tu vis, tu sais, moi, je le sais que lui, il connaît son statut. Il sait qu'il est indétectable mais transmissible. Il est moins dangereux qu'une personne, un inconnu qui ne connaît pas son statut. Je rencontrerais une autre personne aujourd'hui, c'est de cette personne-là qu'il faudrait que je me préoccupe. Pas de Éric. Éric, il sait son statut, il sait qu'il ne peut pas le transmettre, même s'il est porteur. Hein, tu sais, c'est ce que ça apporte, dans le fond, de le faire à 2. On a comme 2 vécus différents par rapport à ça, des réponses différentes à apporter, puis on se complète. Je pense que le monde aime ça, là, de nous avoir les 2 ensemble. Est-ce que vous sentez les jeunes générations réceptives à ces messages-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle écoute? Tu sais, par exemple, tes fils, j'ai compris que c'est peut-être des ados. Jeunes adultes, un jeune adulte, un adolescent, oui. Comment ils prennent tout ça? Est-ce qu'ils le prennent avec sérieux? Est-ce qu'il y a une écoute? Il y a vraiment... je dirais que la génération actuelle sont beaucoup plus ouverts. C'est sûr, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas vécu les grosses peurs dans le passé, là. Je dirais peut-être que plus la génération dans la cinquantaine, comme un peu plus sceptique, un peu plus...
Ouais, mais non, Ouais. même s'ils savent, puis même s'ils peuvent aller le lire, c'est comme, non, c'est quand même dangereux, là. Ils sont restés marqués. Tu sais, ils sont restés marqués. Fait que, tu sais, tandis que, tu sais, la jeunesse, en ce moment, ben elle n'a pas vécu toutes ces peurs-là. Fait que, tu sais, elle est plus dans la nouveauté de ce que c'est. Fait qu'elle est dans l'enseignement, dans le fond, plus réceptive à recevoir ce qu'il y en est maintenant, aujourd'hui. Tu sais, eux autres, on va leur enseigner, les gens avaient très peur avant, puis tout ça, mais ils n'ont pas assimilé cette peur-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, ils sont plus ouverts à le comprendre puis à l'accueillir. Fait que c'est d'autant plus important de continuer cette éducation-là, hein, finalement, d'en parler puis de ramener le sujet. Ben, c'est important. Moi, en tout cas, ces enfants, ces gars, j'ai senti à l'écoute. C'est ça, ils étaient beaucoup à l'écoute, puis ils sont curieux, puis c'est plaisant de voir l'ouverture aussi. Puis encore là, quand ils ont une question, je dis, si vous avez des questions qui vont vous monter, comme je le dis à les femmes que je rencontrais, ça se peut qu'il y ait des questions, des états d'âme qui peuvent te monter. J'aime mieux que tu viennes m'en parler, je vais te rassurer. J'ai tout le temps eu quelqu'un de bon dans ma vie qui réussissait à... En tout cas, j'ai du bon monde alentour, puis j'ai vraiment une bonne famille, sérieux. Ça a dû changer la donne aussi, là, d'avoir ce support-là. Oui, énormément. Je me suis senti compris. Oui. Tu sais, je me suis senti... Ça, c'est... La compréhension, là, c'est la meilleure des médications. Ben beau prendre plein de médicaments, si l'être humain, dans peu importe quoi, se sent pas compris, moi, personnellement, c'était ça ma meilleure médication. Formidable. Merci. Merci infiniment, Éric, Caroline, pour vos témoignages. On a appris des choses, puis c'est vraiment intéressant de vous entendre. Merci d'être venu nous parler. Et ça fait plaisir, puis j'espère que ça va amener les gens à s'informer puis à aller googler. Oui, absolument. Bien, merci à vous, puis merci d'être là. Puis c'est le fun de nous avoir offert ça. C'est toujours gratifiant, enrichissant de faire ça. Merci. C'était Éric et Caroline dans N'essuie jamais de larmes sanguin, le balado, une production du Théâtre du Trident. À la réalisation, Denis Martel. Au montage et mixage sonore, Christian David. À l'animation, moi-même, Frédéric Bradet. Texte adapté, Véronique Côté. Dans le rôle de Reine, Samuel Larochelle. À la recherche et à la scénarisation, Mylène Feuilletot et Sophie Vaillancourt-Léonard. À la musique, Anne-Marie Bernard. À la captation des extraits musicaux, Robert Coe.